bonjour. Nouveau numéro de votre émission La Parenthèse. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes ravis de vous retrouver une fois de plus pour passer un agréable moment avec vous ce matin. Pour commencer, installons le bulletin d'information. Le bulletin, une présentation de Christelle Tongodo, toujours très belle, ma Christelle. Bonjour, et voilà, alors bonjour à Jennifer Sakivi, autant pour moi. Comment allez-vous ce matin? Ça va, et toi? Ça va. Alors, vous avez assez d'informations pour nous, dites-nous ce qui fait l'actualité. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver le 15 août, fête de l'Assomption, mais également fête de l'IAM au Bénin. Nous irons au royaume festif de ce tubercule dans les collines. Nous sommes au seuil de Savalou à Tchéti qui a abrité les manifestations officielles consacrées à cette tradition. Jérôme Humbo nous propose ici les temps forts. Cette fête que nous avons l'habitude de célébrer depuis des années et le jour des améliorations y sont apportées. Cette année, on en a encore fait. La preuve, là où nous sommes aujourd'hui, on a délocalisé la cérémonie de coupure de l'IAM pour cette place. Nous n'allons pas seulement nous retrouver à Savalou, rien que pour les retrouvailles, rien que pour partager le repas l'IAM pilé avec la sauce authentiquement de Savalou. Mais le comité, un comité multi-acteurs que nous avons mis en place cette fois-ci, a décidé qu'à chaque édition, qu'on puisse matérialiser cette fête. Je ne suis pas moi-même de Savalou, mais étant marié à une Savaloise, je me sens chez moi ici. Et c'est une première pour moi d'assister à cette cérémonie. Et je suis très impressionné par la richesse culturelle de Savalou et de tout le pays mali. Et ce serait une grande fierté de revenir chaque année ici pour assister à cette cérémonie. Ah bah c'est une jolie fête, voilà, je découvre cette tradition. Voilà, nous sommes en vacances, moi et mon fils, et on découvre le Bénin et ses traditions, et cette fête est une très belle fête. Sa mise symbolique sur le marché, la sortie officielle de la nouvelle IAM est ritualisée. C'est tout un parcours cérémoniel, voire de tabou, que nous visitons ici avec Runongan Ainarin Asoba, responsable de cultes endogènes. Il est au micro de Jennifer Sakivi et François Zinson. Lorsque vous effectuez un travail, lorsque vous cultivez la terre, si c'est le levage, si c'est une fonction que vous exercez, à la fin d'un cycle, vous remerciez l'égrégore invisible, vous remerciez les entités de votre village, vous remerciez les divinités et pour leur dire, écoutez, voilà les produits de notre récolte, vous les divinités, vous consommez d'abord. Et lorsque vous en consommez à satiété, c'est en ce moment-là que nous, les humains, on peut en consommer. Vous ne pouvez pas, après une récolte, commencer par consommer directement. L'interdit, c'est que si vous avez votre fa, vous avez votre égrégore familial, vous avez votre vaudou, votre divinité de la région, il faut d'abord que cette divinité-là, que votre fa consomme l'igname avant que vous ne consommiez. L'interdit, c'est de consommer avant. Si vous consommez avant, ça c'est interdit. Vous avez enfreint une règle, c'est-à-dire que vous n'avez pas respecté les lois de la nature. Vous n'avez pas été reconnaissant. Parce que c'est un acte de gratitude envers l'invisible, de reconnaître que vous avez donné la pluie, vous avez donné la santé, vous avez donné le soleil à un moment donné. Nous avons eu les récoltes, consommez d'abord et donnez-nous plus. Dans d'autres pays, dans d'autres régions, les gens consacrent le blé. Parce que le blé aussi suit le même principe. Voilà, donc c'est pour cela que l'igname a été choisi. Et lorsque vous êtes dans une région et que l'igname n'est pas encore sacrifié,
donné aux divinités, vous ne pouvez pas en consommer et le niam ne peut pas rentrer dans le marché. Le blanchiment des dents, tendance en vogue sur des canaux digitaux derrière une quête de séduction, mais est-ce sans conséquence pour la santé? Génial Afouda, Monsi Agoka et Françoise Insou se sont intéressés à la question. C'est quelque chose qui n'est pas à proposer systématiquement. Il faut vraiment que ça soit utile. Et pourtant, se faire blanchir les dents apparaît aujourd'hui comme une mode, une tendance à laquelle s'adonnent beaucoup pour des raisons purement esthétiques. C'est beaucoup plus une mode en fait. Pour être fun? Voilà, c'est ça. Pour être dans le monde en fait. Blanchiment dentaire, je suis pour parce que actuellement c'est la mode et tout le monde le fait. Ça permet à ces personnes-là qui ont des dents jaunes de blanchir leurs dents, de rendre un peu leur souris un peu plus synthétique, plus jolie en fait. Un choix fait parfois en toute connaissance des risques encourus. Quand vous voyez vous-même un peu à l'international, dans certains films, sur certaines scènes, certaines personnes sourient et ont les dents toutes blanches, qu'on le veuille ou pas, c'est joli. Et forcément, moi j'ai bien envie d'avoir un sourire du genre. C'est vrai qu'il y a des risques, mais je pense que quand on fait un bon suivi, il y a très peu de risques. Ceux qui font blanchiment des dents, ils utilisent des gels afin d'avoir la couleur blanche. Si ça avait trop de risques, beaucoup le font, mais ils ne sont pas encore malades ou bien ils ne sont pas encore décidés en fait. Le processus du blanchiment des dents peut être médical ou non. En médecine dentaire, on parle beaucoup plus d'éclaircissement des dents. Alors, cependant, il y a des procédés non médicaux pour blanchir les dents. Pour ce qui concerne le blanchiment, généralement, c'est des esthéticiens qui le font et ils utilisent des produits prohibés, très agressifs pour les dents. Si le produit recommandé est concentré à 6% de produits acides, par exemple, dans le milieu non médical, on peut utiliser des produits concentrés jusqu'à 30, 40, 50%, ce qui est trop agressif pour les dents. Pour ce qui concerne le procédé purement médical, le patient peut porter quelque chose qui va l'aider progressivement à éclaircir les dents. Et il faut qu'un diagnostic précis soit posé. Fragilisation et usure prématurée des dents, irritation des muqueuses ou encore altération de l'émail, le blanchiment des dents peut exposer à de nombreux risques, des effets parfois irréversibles. Au Niger, pour le rétablissement du président élu Bazoum, la CEDEAO tente le dialogue mais brandit une intervention armée en cas d'impasse. Les opinions sont divisées sur les solutions de sortie de crise. Écoutons ici le regard d'un spécialiste de la communication politique. C'est une tristesse, pour commencer, de constater qu'en plein 21e siècle, plus précisément en 2023, qu'on continue de parler de coups de force en Afrique et plus particulièrement en Afrique de l'Ouest. Parce que l'exemple en termes de démocratie, de par le monde entier, l'exemple pour ce qui concerne l'Afrique, eh bien, se trouve quand même en Afrique de l'Ouest. Et ça sort quand même de l'entendement que ce soit justement dans cet espace géographique que eh bien, ces faits-là refassent donc surface. La position de la CEDEAO est une position tout à fait normale. Au-delà du débat que cette position suscite aujourd'hui, c'est une position tout à fait normale. Normale dans la mesure où une organisation sous-régionale de cette envergure ne peut pas soutenir un coup de force. Un coup de force, c'est une entorse grave au système politique en place. Un coup de force qui, au-delà du débat actuel, vient en quelque sorte remettre en cause tout ce qui est déjà mis en place dans un processus démocratique. Pour le cas du Niger dont nous parlons, vous imaginez qu'il y a un président démocratiquement élu. La démocratie n'est pas la grande perfection peut-être, mais il semble que c'est quand même le système politique le plus adulé. Et il y a le problème sécuritaire qui se pose. Vous imaginez si on laisse le Niger dans cette situation que nous voyons aujourd'hui, ce qu'il pourrait en découler pour le Bénin, où nous essuyons déjà des menaces terroristes réelles. Dans ces conditions, je pense que la CEDEAO a tout intérêt à prendre des décisions qui sont prises
et ensuite de faire preuve de cette bonne foi qu'il faut saluer, parce qu'il y a un ultimatum qui est déjà passé et l'organisation a quand même continué dans la voie donc du dialogue, de la recherche de solutions pacifiques. La force sera évidemment l'ultime recours. Aujourd'hui, on nous vend par exemple que ce n'est pas un coup d'État préparé, et que c'est donc dans l'intérêt du peuple. Alors, ce n'est pas parce qu'on remplit un stade que voilà, c'est le peuple qui a parlé. On a trop abusé donc justement du peuple et on ne saura jamais qui est le peuple réellement à la fin. Mais il y a quand même un fait, c'est que le président Bazoum a été quand même adulé ces derniers temps pour les différents efforts qui sont fournis justement pour lutter contre le terrorisme, garantir le minimum de sécurité pour les Nigériens. Donc on ne peut pas comprendre, et bien avant ça, il s'agit quand même d'un président qui a été démocratiquement élu. Je pense que pour faire le débat justement de la géopolitique internationale, il faut d'abord asseoir les bases. Vous voyez ce qui se passe dans notre pays au Bénin depuis quelques années, depuis bientôt une dizaine d'années, vous voyez ce qui se passe dans notre pays. Vous imaginez si on devrait, sur un coup de tête, donc s'adonner à cet exercice malsain, ce qui en serait aujourd'hui. Et si jamais on rentre dans ce cycle infernal, vous imaginez ce qu'il en serait dans 5 ans, on n'en finirait jamais. Aussi difficile que l'exercice démocratique puisse paraître, il est important pour nous, peuple africain, pour nous, populations africaines, de reconsidérer les choses pour asseoir les bases. L'évangile est au cœur de la société avec ses réalités et la vie et l'avenir de l'homme intéresse Dieu. Ainsi parle Monseigneur Pascal Nkwe, autorité diocésaine de l'Église catholique à Parakou. Il invite à œuvrer pour la paix et à l'exercice de remise en cause permanente. Ce qui se passe avec les derniers coups d'État, en Afrique, coups d'État menés par les militaires, c'est un ras-le-bol. Mais en même temps, attention, on dit que le sentiment anti-français est en train d'augmenter. Attention, il y a beaucoup de Français qui sont des innocents, comme vous et moi, dans cette querelle, dans ces armes qui crépitent. Il ne faut pas que notre amertume se tourne vers les Français, vers les Blancs. Non, ce serait une erreur. Retenons que l'Occident n'a jamais exploité les Africains sans la complicité des Noirs. Notre unique force, c'est de prier pour qu'il y ait la paix. Nous avons beaucoup d'amis en France ou ici. Nous sommes faits pour nous aimer. Mais prions pour que l'Africain lui-même, il soit travailleur. Nous sommes assis sur des richesses et nous sommes les plus pauvres. Il y a un problème. Nous sommes parfois assis sur des hectares, des hectares, des hectares. Et nous attendons, n'est-ce pas, qu'on nous envoie des conteneurs de blé depuis l'Ukraine, depuis je ne sais pas où. Il y a combien de personnes qui mangent le pain, ne serait-ce qu'en ville? Combien de personnes? En tout cas, moi, je ne mange pas le pain le matin. Et dans les villages, c'est le jour de marché que les gens de ville apportent le pain pour manger. Vous trouvez normal qu'on aille commander du blé à ceux-là qui sont en guerre chez eux? Qu'est-ce qui empêche que nous développions le mil, le sorgho? L'Asie, la nourriture basique, c'est le riz. En Amérique latine, la nourriture basique, c'est le maïs. En Europe, la nourriture basique, c'est le blé. Pourquoi nous ne pouvons pas faire du mil la nourriture basique? Qu'est-ce qui nous l'empêche? Nous aussi, nous avons des problèmes sérieux. Il faut qu'on le reconnaisse. Faisons le discernement de ceux-là que nous pensons être nos ennemis. Ce n'est pas les peuples occidentaux en général qui sont nos ennemis. Non, c'est les multinationales, les puissances d'argent. D'ailleurs, c'est eux qui financent les djihadistes. Parce que les djihadistes, c'est politique. Pourquoi moi, ils ne peuvent pas avoir suffisamment de sous pour s'armer? Et ce n'est pas n'importe quelle arme. C'est eux qui déstabilisent. C'est leur manière, leur nouvelle manière, n'est-ce pas, d'empêcher les gouvernants africains de travailler comme il le faut. Alors, chers amis, certains penseront que je déborde, que je me suis pris dans le cadre de l'évangile. Non, non. La vie de l'homme intéresse le bon Dieu. L'avenir de l'homme intéresse le bon Dieu. Et je voudrais terminer en sollicitant les uns et les autres. C'est le travail qui assure l'indépendance. Ce n'est pas la mendicité. Ce n'est pas l'aide internationale. L'aide internationale nous empêche de nous mettre au travail. Tout simplement parce que chaque année, on attend que cette aide-là vienne. Et ce qu'on peut faire, on ne le fait pas. Mais il y a quelque chose de notre mental, il y a comme une paralysie qui nous empêche de voir plus loin. Nous demandons à la Vierge Marie, Mère de Dieu, notre Mère, qui nous aime beaucoup, puisqu'elle connaît l'Afrique. Alors Dieu n'est pas content que nous ne travaillions pas ensemble. On se démolit facilement. On a horreur que l'un de nous émerge. On fait tout possible, soit pour tirer son pied, pour qu'il redescende. Nous aussi, nous avons des problèmes. Exposez-les au Seigneur et demandons son aide par la Vierge Marie.
Autre appel à la paix des braves, il s'agit de la rupture de dialogue entre des mairies et les fêtières du transport terrestre du Bénin, une crise qui a déjà créé des répercussions sur les activités des transporteurs. N'en pouvant plus, leurs responsables syndicaux sont allés solliciter la médiation du président de l'Assemblée nationale. On écoute. Il faut noter une rupture de dialogue au niveau de certaines mairies, parce que qui dit fêtier, qui dit syndicat, nous sommes d'abord des partenaires. Et dans un passé récent, il y avait une manière de travail qui s'observe aussi bien sur les gares routières, et le partenariat avec les mairies aussi aujourd'hui a pris un coup. Quand je prends le cas des gares routières aujourd'hui, on a comme l'impression que l'autorité du syndicat que nous sommes est affaiblie par certaines réformes où les nôtres, je veux parler des conducteurs, nos mandants, ne respectent plus l'autorité syndicale sur le terrain. Or, ça peut engendrer beaucoup d'autres problèmes. Je donne un exemple très simple. En tant qu'autorité syndicale sur le terrain, par exemple sur une gare routière, quand je prends un chauffeur, un conducteur qui vient sur la gare en état d'ébriété, ce n'est pas évident qu'on le laisse prendre le volant. Et avec ce qui s'observe aujourd'hui sur le terrain où on dit qu'il n'y a plus de syndicats, les syndicats n'ont plus le droit de citer sur les gares routières et autres, ça a fait que nos conducteurs ont tendance à tenir tête à ces responsables sur ces gares routières. Et vous allez constater qu'il y a une recrudescence des accidents sur nos différents corridors. Le dernier en date, c'est ce qui s'est passé au niveau de Gambie-Loco avec nos frères Topa, où suite à un excès de vitesse, le véhicule est allé faire tonneau. On a enregistré des cas de blessures et des décès. En temps, au niveau de ces mairies, il y a ce qu'on appelle le comité communal de gestion des gares routières, qui est un creuset où pratiquement toutes les entités siégeaient, jusqu'à la police. Et c'est là où on débattait des petits problèmes, on trouvait les solutions avant qu'on aille sur le terrain. Aujourd'hui, on est là, on ne sait plus comment est-ce que ça se passe. Tous ces comités ont été mis en veilleuse au niveau de ces mairies. Donc il n'y a plus de dialogue. Les demandes d'audience ont été introduites depuis des mois, pour ne pas dire des années, qui sont restées sans suite. Mobilisation de fonds pour le financement du secteur de l'éducation béninoise. Un document technique dénommé Pacte de partenariat sert de brevière aux travaux d'une session extraordinaire au ministère des enseignements maternels et primaires. Organisée par le groupe local éducation, cette session a été lancée par le ministre Salimane Karimou en personne. Reportage. L'un des nombreux partenaires techniques et financiers du secteur de l'éducation, en l'occurrence le Partenariat mondial pour l'éducation PME, a fait l'option de mettre à la disposition du Bénin de nouveaux financements dont la mobilisation requiert l'élaboration d'un document technique dénommé Pacte de partenariat. L'approche participative étant une démarche cardinale du PME pour qui le groupe local éducation est l'entité représentative par excellence de tous les acteurs de l'éducation, le projet de pacte ne peut être introduit au secrétariat du PME sans avoir reçu au préalable votre approbation. C'est ce qui explique et justifie à la fois la tenue de la présente session destinée à disposer enfin de la version finale du pacte de partenariat dont la finalité, faut-il le rappeler, est de lever les nouveaux financements du PME au profit de notre système éducatif. À travers une communication, les grandes lignes du pacte de partenariat ont été exposées aux participants pour validation. Eu égard à tout ce qui précède et en attendant, disons, sous réserve de la prise en compte des observations faites, nous voulons vous dire toute notre satisfaction par rapport au contenu du document du pacte de partenariat et marquons notre accord pour son endossement. Preuve que la version finale du pacte de partenariat sera disponible dans les tout prochains jours. Journée du Masada à la cour royale de Niki. Comme à l'accoutumée, tous les ans, les femmes de la communauté Bou de Niki sont allées faire allégeance au roi en lui offrant des noix de karité de la dernière saison. Une occasion de faire allégeance au roi et lui renouveler la gratitude pour ses intercessions. Reportage.
Ambiance des grands jours sur l'esplanade du Palais Royal à Niki. Les femmes beaux du royaume, à la fin d'une bonne saison de ramassage des noix de karité, sont venues exprimer leur reconnaissance au roi. On dit à tout seigneur, tout honneur. Avant de démarrer la campagne du ramassage des noix du karité, le roi donne sa bénédiction d'abord, afin que toute femme qui va se rendre dans la brousse puisse rentrer saine et sauve sans morsure du serpent, sans piqûre du scorpion. Et tel que le roi est honoré en communauté Bo, c'est comme ça aussi sa femme est honorée. Cela voudra dire qu'elle ne peut pas se rendre dans la brousse pour ramasser les noix ni faire le chant. Donc les femmes s'organisent à travers le Masada pour donner les noix de karité à sa femme. C'est une tradition séculaire que les femmes Bo entendent sauvegarder. Dans ce que les femmes ont transporté, c'est les noix de karité qui sont ornées à travers les feuilles de bois, juste pour enjoliver l'événement, pour révéler à la face du monde notre tradition, notre culture et notre identité. Et nous pensons œuvrer pour que cela soit pérennisé. Non seulement que nous allons honorer nos dirigeants dans nos localités respectives, cela va être aussi pérennisé à Niki pour que toutes les autres communautés qui ne nous connaissent pas à travers notre culture puissent mieux nous connaître. Les femmes beaux du royaume ont bien raison de garder jalousement ce rituel. Elles vont rentrer dans la bourse et à chaque fois, c'est des cris qu'on va recevoir. En temps de cette saison, une femme a été mordue par une vipère. L'autre, c'est le crachat qui lui a largué les venins dans les yeux, ainsi de suite. On sera en train d'avoir ces informations. Si ça cesse et que les gens arrivent à aller en brousse toujours, c'est l'incident qui peut arriver, ça. À la fin du rituel, les femmes beaux se sont retirées progressivement du palais dans l'espoir d'une prochaine campagne encore meilleure. Et c'est la fin de ce bulletin d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Et nous vous remercions, Christelle, de l'avoir si bien présenté. Nous avons hâte de vous retrouver demain pour le même exercice. Je vous souhaite bonne journée, Christelle. Merci à vous, Jennifer Sachevi. Je vous souhaite une belle suite d'émissions. Merci beaucoup, ma belle. Mesdames, Messieurs, à présent, nous allons vous installer dans la bonne humeur et ce sera dans la minute de l'humoriste. Soyez les bienvenus. Merci. Raphaël était tout expliqué. Oui, notre gendre, beau-frère, veut prendre une deuxième femme. Et j'ai voulu appeler toute sa famille pour écouter la version des faits. C'est important. Merci. Ils ont forcément des motivations ou bien? Oui. Voilà. Merci beaucoup, papa. Et on est vraiment là à cause de la parole que vous-même vous venez de faire tomber. Oui, que votre chambre peut prendre une seconde femme. Donc ce n'est plus quelque chose de nouveau. On est venu parce que quand il nous a annoncé la nouvelle, on était contents. Tu as vu. Maintenant, le problème qui nous a amené, c'est sa première femme qui n'a pas voulu que notre fils épouse une seconde femme. Or, tout l'argent qu'il gagne, il dépense ça dans sa tête. Vous voyez, donc on est venu pour que vous nous accordez, vous nous dites oui, on ne veut pas votre accord, on veut que vous nous dites oui. Et tout est fait. Avec tout le respect que je dois, avec toute la souffrance que j'ai endurée dans cette maison. Quelle souffrance? Toi, tu as souffert plus que Jésus sur la croix. Quelle souffrance? Toi, tu connais qu'on t'a quitté. Tu as souffert chez qui? Non, mais ça a toujours été comme ça, hein. Ça ne m'étonne pas, ça a toujours été comme ça. Attends, tu vois comment elle me parle? Ça a toujours été comme ça. Moi, je garde mes yeux ouverts comme ça. Je veux tu peux garder me fermer. Tu as vu que notre enfant ne nous ment pas? Jamais. Devant nous, il crie sur nous. Moi, on est ici. Non, on est ici. Notre Yao crie sur nous. Ce que je voulais vous demander, on est chez vous et ou bien vous êtes? Non, on est chez nous. C'est l'argent de notre enfant. Vous faites. Nous, oui, David, on est même si le président est chez nous. Partout on est chez nous. On est enfants de Dieu. Toute la terre appartient à Dieu. Donc n'importe où on est chez nous. C'est ça. Tranquille. Ce que je vais te demander là. Hein?
j'ai payé ton stage dans ce pays quand tu n'étais rien du tout. Pauvre étudiant. C'était avant, c'était avant. C'était avant. Quand tu venais pleurer, et ma petite soeur apportait mon sac de riz, les spaghettis, les tomates en boîte et tout là, pour ta cabine d'étudiant. Tu as oublié maintenant, tu es tellement riche maintenant qu'elle ne peut plus sortir avec toi, elle n'est plus représentative. Il faut que tu prennes une autre. C'est ça. Si seulement j'avais écouté. Je préfère me taire. Et si jamais tu as commencé à cette allure-là, je vais te confier quelque chose, parce que tu me connais bien. Non, le frère lui a déjà confié. C'est bon, on a compris. C'est bon, on a compris. Ma soeur, ce qu'on a l'habitude de faire dans la famille. Avant que je ne retourne mon foulard là devant là, dégagez de la maison. Toi, tu ne bouges pas. Il vient avec ses parents faux rien. Et un a le chapeau de Chaka Zulu. Si jamais toi tu dis ça, tu vas regretter. Tu disais quoi? En fait, c'était mon maître d'études qui l'a envoyé. Non, tu ne vas prendre aucune femme à part moi. Je ne la connais pas. Répète. Je ne la connais pas. À part moi, il n'y aura plus personne. Sinon, je te tue. Voilà, merci donc à Chromosome, Tranquillin et à tous les humoristes qui mettent en avant leur talent pour nous permettre de passer un bon moment. Mesdames, Messieurs, 5 rubriques au menu ce matin. Santé, lexique sport, leçon d'ici, tutosphère et bien sûr le talk. Aujourd'hui, il sera question de se pencher sur l'actualité sociopolitique au Niger. Un régime putschiste a-t-il du crédit dans une démocratie? Restez en place, vous aurez l'avis de nos experts dans cette émission. Olive Oussougoué est déjà en place, on installe santé. Toujours égale à elle-même. Bonjour Olive. Jennifer Sativi, bonjour. Merci, chers téléspectateurs, bonjour. Quel plaisir de te retrouver ce matin. Le plaisir est partagé. Avec toi, nous en apprenons toujours plus sur la santé de façon assez simple. Donc, qu'est-ce que tu as à nous apprendre ce matin? Aujourd'hui, nous parlons des maladies de la bouche. Ah. Donc, Jennifer, une bonne hygiène bucco-dentaire permet de garder la bouche propre, saine et nous évite aussi les maladies dites de la bouche. Elle repose sur les habitudes du quotidien telles que le brossage des dents et de la langue après chaque repas, le bain de bouche et bien d'autres. Pour que nous puissions être fiers de notre sourire, nous avons invité ce matin un chirurgien dentiste, Dr Deogracias Huyetin. Bonjour. Bonjour, Madame la journaliste. Et bienvenue à vous. Docteur, dites-nous quelles sont les maladies de la bouche qu'on retrouve généralement au sein de la population béninoise. Merci beaucoup pour l'invitation. Je salue les téléspectateurs. Alors, au niveau de la bouche, nous avons plusieurs maladies. Les plus courantes sont les caries dentaires. Et d'ailleurs, ce sont les maladies, ces caries dentaires chroniques les plus répandues au monde. Le Bénin ne fait pas exception. Dans la pratique courante, on rencontre beaucoup plus ces caries dentaires. On rencontre également les complications qui découlent de ces caries, notamment la rage dentaire qui induit une douleur insupportable, insomniante et qui résiste aux antidouleurs courantes. Ça évolue également vers la cellulite qui est un gonflement de la joue très spectaculaire quand on voit, c'est vraiment impressionnant. Malheureusement, les patients viennent à des stades très avancés. Avant de demander de l'aide. En dehors de ces maladies, nous avons les maladies qui concernent toujours les dents, mais qui ne sont pas des caries. On parle souvent des lésions non carieuses. Et ces maladies peuvent entraîner une hypersensibilité, entre autres. Ensuite, nous parlerons des maladies du tissu de soutien, des tissus de soutien de la dent, tels que la parodontite. Mais avant, il y a aussi la gingivite, qui est l'atteinte de la gencive. Alors, en dehors de ça, il y a également les traumatismes. Par exemple, lors des accidents
certaines personnes se fracturent les dents. Voilà, on peut avoir des luxations des dents ou autre chose. Il y a, si vous permettez, il y a aussi les tumeurs qui ne sont pas moins fréquentes au niveau de la bouche. Les tumeurs bénignes comme malignes, c'est-à-dire les cancers de la bouche qui peuvent concerner les différentes parties de la bouche. Alors, s'il y a un désagrément qui embarrasse beaucoup et que nous retrouvons également, c'est la mauvaise haleine. Est-ce qu'une maladie de la bouche, la mauvaise haleine? Bon, disons que c'est un signe. La mauvaise haleine est un signe. Ça renvoie à des maladies ou à des mauvaises habitudes. Voilà. Alors, quelle en est la cause? Il y a plusieurs causes. La plupart de ces causes-là se retrouvent dans la bouche. On estime à au moins 80% que 80% au moins des maladies de la bouche induisent une mauvaise haleine. Non, je dis mal. On estime que 80% des cas de mauvaise haleine sont dus aux maladies de la bouche. Voilà. Ok, d'accord. En dehors de ça, il y a d'autres causes. Quelles sont ces causes? Parlez-nous. Voilà. Au niveau de la sphère ORL, on peut avoir une sinusite, une rhinite. Peut entraîner une maladie de la bouche. Exactement. Ou la présence du caséum au niveau des amygdales qui induit une mauvaise haleine aussi. J'y arrive. Ok. Alors, allez-y. Sur d'autres organes, par exemple les organes du tube digestif, on peut également avoir des maladies qui induisent une mauvaise haleine, telles que les reflux gastro-œsophagiens, l'ulcère gastro-duodénal et certaines maladies du foie. Il faut noter que certains aliments favorisent également la mauvaise haleine. Et donc, les maladies de la bouche. Voilà. Quels sont ces aliments? Voilà. Quand on consomme par exemple trop d'oignons, d'ail, on peut avoir facilement la mauvaise haleine. Même les boissons gazeuses facilitent la mauvaise haleine. Alors, et l'alcool, il faut insister là-dessus. Mettre l'accent dessus. Voilà, l'alcool, surtout la consommation excessive, favorise également une mauvaise haleine. Le tabac est un facteur très très dangereux pour la bouche. Pour la bouche et pour la santé de façon générale, qui aussi induit une mauvaise haleine. Et les personnes qui souffrent de certaines maladies générales aussi sont évidemment candidates à la mauvaise haleine, telles que les diabétiques, ceux qui ont des maladies rénales chroniques sont tous candidats. Exposés. Donc, comment prévenir alors de façon générale les maladies de la bouche ou, si vous voulez, la mauvaise haleine? Alors, la première des choses qu'il faut vraiment adopter, c'est une bonne hygiène. Bucco-dentaire. Bucco-dentaire, merci. La bonne hygiène bucco-dentaire permet de prévenir la plupart des maladies de la bouche. Et donc, permet d'éviter la mauvaise haleine. Ensuite, il faut consulter systématiquement le chirurgien dentiste une fois par an. Après, il faut boire beaucoup d'eau. Il faut boire beaucoup d'eau parce que la sécheresse buccale aussi peut favoriser la mauvaise haleine. Même le fait de jeûner peut favoriser une mauvaise haleine transitoire. Alors, quand vous parlez d'une bonne hygiène bucco-dentaire, qu'est-ce que vous y mettez? Alors, je mets surtout l'accent sur le brossage bi-quotidien des dents, c'est-à-dire 2 fois par jour, le matin et le soir. Voilà. Alors, et insister sur le brossage du soir, parce que comme j'aime le dire à mes patients, le soir, la nuit, quand nous on dort, les microbes, eux, ils ne dorment pas. Donc, quand on ne les nettoie pas suffisamment et correctement avant d'aller se coucher, ils ont le temps de créer des dégâts dans notre bouche quand on dort. Alors, parlant justement de brossage, comment se brosser normalement? Alors déjà, pour se brosser, il est recommandé d'utiliser une brosse à dents souple. Et il faut se brosser de façon ample, de la gencive vers la dent. On part d'abord de l'arcade du haut, c'est-à-dire des dents du haut. On brosse de la gencive vers la dent en faisant des mouvements verticaux sur toutes les faces visibles, les faces externes, les faces internes. Et sur les faces où on mange, on peut faire des mouvements d'arrière en avant. Et quand on a fini de brosser les dents, il ne faut jamais oublier de brosser la langue.
il y a certaines brosses à dents qui derrière ont un gratte-langue, mais on peut les avoir aussi en accessoire et les utiliser. Et il faut racler la langue d'arrière en avant, quitte à nettoyer tout ce qu'il y a comme débris sur la langue. Voilà. Et lorsque nous mangeons dehors, pour les fonctionnaires, comment est-ce qu'il faut assurer l'hygiène bucco-dentaire entre repas? Ce n'est pas évident de se déplacer avec la brosse à dents, surtout quand on est dans le milieu du travail, c'est vrai. Mais ce qu'on peut faire à midi, par exemple, quand on a fini de manger, il faut bien se rincer la bouche. Avec de l'eau, abondamment. Et il faut utiliser au besoin les fils dentaires pour enlever les débris qui se coincent entre les espaces interdentaires. Et je profite pour dire qu'il faut éviter l'utilisation des pics-dents parce qu'ils sont de nature, ce qu'on appelle pics-dents, sinon c'est des cure-dents. Ils sont de nature à agrandir les espaces entre les dents, ce qui est source d'autres maladies. Alors, vous avez parlé tantôt de la visite systématique chez le dentiste. Pourquoi est-il nécessaire? Alors, cette visite permettra déjà de faire un état des lieux, de voir s'il y a des maladies qui ont commencé. Par exemple, une carie, au début, se soigne plus facilement. Donc, cette visite permettra d'anticiper sur les soins et d'éviter aussi les complications. Parce que quand c'est compliqué, c'est plus difficile à soigner, le patient souffre et il faut perdre plus de temps pour les soins. Plus d'énergie, plus d'argent. Plus d'argent, exactement. Alors, parlant de brossage, la brosse végétale, est-ce que cela est recommandé aujourd'hui, compte tenu de tout ce qu'il y a comme maladie au niveau de la bouche? Est-ce que vous recommandez aux populations, à un patient par exemple, de continuer par utiliser la brosse végétale? Oui, la brosse végétale est très bien. C'est une brosse qui a beaucoup de vertus. Il convient quand même de donner certaines consignes pour une meilleure utilisation. Comme je le disais, c'est très bien. Il y a beaucoup de vertus médicinales associées, mais ce n'est pas une raison pour mâchoter pendant... Pour se fier uniquement à ça? Non, pas uniquement. On peut même l'utiliser uniquement, mais ce n'est pas une raison pour mâchoter ça pendant longtemps. Par exemple, il y a des personnes qui mettent la brosse végétale en bouche, pardon, et il la mâchote, elle la mâchote peut-être toute la matinée, toute une heure. Voilà, ce n'est pas indiqué parce que ça facilite, cette habitude facilite l'usure des dents. Alors, on recommande de mâchoter juste un bout pour que ce bout soit cotonneux et avec ça, on nettoie maintenant les dents. Et pour nettoyer, il faut respecter les mêmes gestes que ce que je viens de décrire. Et il faut nettoyer toutes les faces. L'autre chose, il faut l'utiliser une fois et jeter. Ne pas déposer et récupérer le lendemain. Voilà, il y a un risque de contamination. Voilà. Et quand on a des soucis de sensibilité dentaire, quand on a une forte abrasion au niveau des dents, ce n'est pas recommandé en ce moment. D'accord. Olive, comme d'habitude, je profite de tes plateaux pour me renseigner auprès de tes invités. Alors, docteur, dites-nous, on nous dit souvent, vous avez cité beaucoup de maladies de la bouche, mais on nous recommande souvent, c'est une astuce, lorsque vous vous levez, vous avez parlé de se brosser, mais on nous recommande de prendre peut-être 1 litre d'eau sans se brosser parce que ça facilite le transit. Est-ce que c'est vrai? Bon, je peux déjà dire que le matin, quand on se réveille, il faut juste se rincer la bouche. Cela implique que la veille, on s'est brossé les dents avant de se coucher. Alors, quand on a fini de se rincer la bouche, on peut boire de l'eau. Ce n'est pas interdit. Quant à la quantité, ça dépend de chacun. D'accord. Donc, il ne faut pas boire sans se rincer, c'est ça? Non, il faut se rincer, il faut éliminer quand même les débris qui restent. S'il y en a encore. Voilà, s'il y en a encore. Alors, et le matin, on peut avoir une mauvaise haleine transitoire. Donc, en se rinçant, ça peut l'atténuer. On prend le petit déjeuner et après, on se brosse. Et j'insiste sur le brossage après le petit déjeuner parce que généralement, ce n'est pas ce qu'on fait. C'est le contraire. C'est un peu comme si vous vous lavez, vous allez vous salir après. Voilà. Donc, ça, c'est lorsqu'on s'est brossé la veille avant d'aller se coucher. Exactement.
Et parlant des pâtes dentifrice, il y en a suffisamment sur le marché. À quoi faut-il faire attention, sans faire la publicité des pâtes, et à quoi faut-il faire attention lorsqu'on veut l'acheter par exemple? Alors, la pâte dentifrice doit être recommandée normalement par un chirurgien dentiste. Donc cela implique qu'il faut faire une visite et en analysant, en examinant la bouche, le chirurgien dentiste saura, voilà, pour telle personne, il faudra telle pâte. Mais de façon générale, ce qu'on recommande surtout aux enfants, c'est l'utilisation des pâtes fluorées. Parce qu'il est avéré que le fluor présente beaucoup de propriétés anticarieuses. Alors, voilà. Parlant justement des enfants, à partir de quel âge on doit commencer par prendre soin de leur bouche? Alors, dès que l'enfant commence par téter, il faut prendre soin de sa bouche. 0 mois? Ah oui, mais en ce moment, on n'a pas besoin d'une brosse à dents. On a besoin juste d'une compresse imbibée dans l'eau pour nettoyer la bouche, la langue, la joue de l'enfant après qu'il ait tété. Voilà. Maintenant, à partir de 6 mois en moyenne, généralement, les premiers dents sortent. Dès que les premiers dents sortent, il faut les nettoyer avec une brosse ou toujours avec la compresse ou idéalement avec une brosse adaptée à l'âge de l'enfant. Alors, à partir de 6 mois, même si c'est 2 dents? Oui, tout à fait, oui. Ok. Alors, un conseil pour avoir une haleine toujours fraîche. Qu'est-ce que vous direz aux téléspectateurs? Bon, pour avoir une haleine toujours fraîche, il faut avoir une bonne hygiène tout simplement. Et j'insiste sur le brossage, non seulement des dents, mais également de la langue. Et il faut boire beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau dans la journée. Voilà. Et il faut garder les bonnes habitudes, surtout de consultation systématique, parce que à cette occasion, le chirurgien dentiste fait ce qu'on appelle le détartrage, si cela est nécessaire. Ça permet d'enlever les débris qui sont inaccessibles à la brosse à dents. Alors justement, et la consultation systématique, elle se fait combien de fois par an? 1 fois, 2 fois? Bon, 1 fois par an si on n'a pas un problème particulier de santé. Mais pour les personnes qui ont par exemple le diabète, l'hypertension, on recommande de le faire chaque 6 mois. D'accord. Pas l'habitude, hein? Merci beaucoup, docteur, pour ces informations. Nous avons parlé, vous avez donné quand même ce qu'il faut comme conseil pour, on a eu assez d'informations pour qu'on ait une haleine toujours fraîche et saine. Jennifer, je vous laisse pour la suite de votre émission. Docteur, merci d'être passé. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Merci aussi à vous et Olive, comme d'habitude, pour toutes ces informations très, très intéressantes. Maintenant, nous allons faire du sport, Olive, de la santé. Nous irons, je dirais, sur le terrain. Tout de suite, Lexique Sport. Dans Lexique Sport, ce matin, nous parlons de basketball. Tout comme vous, j'ai envie d'en apprendre plus. On va découvrir cette balle orange qu'on a l'habitude d'utiliser pour le jeu. Il est l'un des ballons de sport les plus utilisés au monde. De forme sphérique, le ballon de basketball était originellement constitué de 8 pièces de cuir cousues autour d'une chambre à air. Mais aujourd'hui, il est devenu une véritable œuvre d'art pour le plaisir des pratiquants du basket qui le font rebondir par une fouettée du poignet de la main avec lequel on marque des points. Le ballon de basketball est généralement de couleur orange. Pour choisir un ballon de basketball, il faut tout d'abord tenir compte du fait qu'il sera utilisé à l'extérieur ou à l'intérieur. Pour une pratique intérieure, l'avantage principal sera le toucher de balle, avec pour préférence le ballon B700 homologué FIBA pour les compétitions. Pour la pratique extérieure, le critère à privilégier, c'est la résistance. Par défaut, un ballon de basketball destiné à la pratique extérieure peut être utilisé à l'intérieur, mais l'inverse n'est pas conseillé car l'usure du ballon est rapide. Il existe en gros 4 tailles officielles de ballons de basketball. Le ballon de taille 3 est destiné aux basketteurs en herbe en catégorie baby basket. Il mesure 55 à 60 cm de diamètre et pèse environ 300 grammes. La légèreté et la petitesse du ballon de basketball taille 3 permettent aux plus petits de se familiariser au maniement du ballon, au dribble et aux shoots. Le ballon de basketball taille 5, lui, est réservé aux filles de 7 à 13 ans et aux garçons de 7 à 11 ans.
Il est utilisé aux premières compétitions et pèse entre 450 et 500 grammes avec un diamètre d'environ 70 cm. La troisième taille officielle est le ballon de basketball taille 6, mesurant entre 72 et 74 cm de diamètre et pesant entre 530 et 550 grammes. Le ballon de taille 6 est utilisé dans les catégories féminines de minime à senior. Depuis 1996, le ballon de basketball taille 6 est devenu le ballon officiel pour les compétitions féminines de la FIBA et en WNBA. Enfin, le ballon de taille 7, il est le modèle officiel pour les hommes et a une masse comprise entre 567 et 624 grammes avec un diamètre allant de 23,8 à 24,8 cm. Il est utilisé dans les catégories masculines de 12 ans jusqu'en NBA. La taille 7 est le modèle universel de ballon de basketball. Les principaux fournisseurs de ballons de basketball sont Spalding, équipementier officiel de la LNB, de la NBA et de la WNBA. Molten, c'est l'équipementier officiel de la FIBA. D'autres fournisseurs tels Wilson, Rollins, Baden, Jordan, Nike, Adidas ne sont pas du reste. Je vais vous expliquer comment choisir votre ballon de basketball. Si vous pratiquez en extérieur, sur des sols très abrasifs comme le bitume, vous devez utiliser des ballons en caoutchouc qui seront beaucoup plus résistants que les ballons d'intérieur. Si vous pratiquez en intérieur, sur des sols lisses comme le parquet, les ballons avec un très bon toucher de balle seront les plus adaptés. Une fois le modèle trouvé, choisissez la bonne taille. Taille 3 pour des enfants de 3 à 6 ans, taille 5 pour les filles de 7 à 12 ans et pour les garçons de 7 à 10 ans. Taille 6 pour les filles à partir de 13 ans et pour les garçons de 11 à 12 ans. Taille 7 pour les garçons à partir de 13 ans. Enfin, si vous voulez vérifier la pression de votre ballon, faites-le tomber de la hauteur de votre épaule. Il doit rebondir jusqu'au-dessus de vos hanches. Si ce n'est pas le cas, regonflez-le légèrement. C'était donc à l'instant Lexix Sport. Nous en avons appris sur la balle de basket et nous quittons à présent le terrain pour plonger dans les réalités de chez nous. Le son d'ici. L'intronisation du Premier ministre du royaume de Rogbonu a bel et bien eu lieu. Vous vous en souvenez certainement, on l'annonçait il y a une semaine sur ce plateau de la parenthèse et nos invités y étaient. On va les retrouver tout à l'heure, mais avant, nous allons suivre cet élément témoin. Une aube nouvelle sur le royaume de Porto Novo, longtemps obscurci par l'absence de la première autorité après le roi. Ici, au palais de Togo, un nouveau soleil se lève. C'est l'effervescence. Les sujets du royaume attendent la sortie du Mito Gougan, le nouveau premier ministre du palais royal de Porto Novo, désigné par l'oracle. Le voilà, qui se présente au royaume pour son intronisation après 3 mois de noviciat. Prosternation, chant, évocation de panégyrique, Te Gougan Poanu, Goumi, Zodi 3 est l'attraction principale. Cela faisait plusieurs années que le royaume de Porto Novo était dirigé sans premier ministre. Aujourd'hui, le tort est réparé. Depuis 2001, on n'a plus eu de Mito. Et ce qui est important aujourd'hui pour nous, c'est que le roi a un premier ministre avec lequel il peut discuter, arrêter les grandes lignes de sa gestion, recevoir des conseils avisés
échanger avec son mytho, avec sa cour. C'est très important pour faire avancer nos traditions à Porto Novo. Le nouveau mytho Gogan est issu de la branche Tezodji, petit-fils de Te Gogan Sei, qui a régné de 1922 à 1935. Et voilà, c'était à l'instant la cérémonie d'intronisation. Nos invités sont déjà dans ce studio. Nous les retrouvons, ils étaient là la semaine passée. Monsieur Caliste Dedjinou, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes toujours avec Florentin Gogan. Bonjour et merci d'être revenu, d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, tous les deux, vous êtes dignitaires Tenago du royaume de Robonou. Nous avons parlé de l'intronisation. Elle a eu lieu. Dites-nous déjà, c'est vrai que nous avons suivi l'élément, dites-nous un peu comment les choses se sont passées. Bon, comme vous l'avez vu, ça s'est relativement très bien passé, au-delà même de nos attentes. C'était la faveur, la joie et l'adhésion de tous. Et voilà, on en profite pour remercier tout le monde. D'accord. Alors, on nous a dit dans l'élément, M. Gogan, que le trône est resté vacant pendant, je crois, 18 ans. Oui. Pourquoi cela? Oui, parce que toujours dans les familles princière, il y a toujours des distensions. D'accord. Bon, donc on ne s'entendait pas trop sur celui qui serait le roi. Voilà, on s'est entendu. Mais le Premier ministre, le Premier ministre, mais il s'est fait qu'il y a eu des problèmes et nous voulions nous mettre vraiment ensemble, régler tous les petits problèmes avant de choisir un roi. Donc nous avons choisi à partir du moment où nous avons vu que toutes les distensions se sont tues. D'accord. Quand vous parlez de querelles, je dirais de petits conflits, de quoi s'agissait-il? Parce que je crois que tout le monde est Tenago. Oui, tout le monde est Tenago. Bon, mais vous savez, dans les familles princières, comme frère Florentin vient de le dire, bon, parfois on ne s'accorde pas sur le choix. Et quand on fait un choix non consensuel, ça entraîne des dissensions, des problèmes dans la famille. Donc on en a connu, mais on a réglé nos problèmes à l'interne pour maintenant adhérer, faire adhérer et tout le monde. Et c'est ça qui a favorisé la faveur que vous avez constatée le samedi et dimanche passé. Donc pendant 18 ans, il y a eu des négociations, des interventions pour ramener l'ordre et le calme, c'est ça? Bien sûr. Les négociations n'ont pas duré. Puisque depuis 2006, on a fait une assemblée générale et tout a été mis à plat. Mais là, une gérance a géré les activités depuis 2006, mais c'est surtout évertué à remettre de l'ordre. Il n'y avait plus de dissension. Je vais vous avertir, ne vous évertuez pas à rentrer dans les disputes des princes, parce qu'ils savent se tacler, mais se ramener entre eux. D'accord. Voilà. Alors, nous avons, du temps est passé. Est-ce que la cérémonie s'est passée exactement comme cela se faisait en 2005 ou est-ce qu'il y a eu quand même d'autres modifications? Justement, nous avons voulu aller jusqu'à la source pour pouvoir avoir un écrit pour les enfants. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent plus comment ça se faisait. Tout à fait. Nous avons dû aller aux recherches, aller chercher les méthodes de choix, les méthodes d'intronisation, les cérémonies à faire et tous les rituels à faire pour pouvoir avoir un bon règne. D'accord. Mais quand vous parlez des rituels, on aimerait bien comprendre. Est-ce que vous pouvez entrer dans les détails? Est-ce que ça s'est préparé sur plusieurs jours? Dites-nous un peu tout ce qu'il y a eu autour avant que le Premier ministre ne s'asseye sur son trône. On a envie de savoir. Oui. Tout d'abord, il y a eu des consultations. D'abord, au niveau de la famille, d'où est venu le lauréat. Et le conseil de régence a dû s'est assis aussi, a fait aussi d'autres consultations sur la personne de l'intéressé du candidat. Puis après, nous avons commencé à faire des rituels, à consulter les divinités et à le présenter aux divinités. Et voilà. Est-ce qu'il y a eu du mal à choisir celui qui va représenter?
Le Premier ministre, non. Non. On a fait confiance au FA. Voilà, on a fait confiance au FA. D'accord. Mais ça veut dire que vous avez gardé cette cérémonie très, très authentique et absolument rien n'a changé. Il y a quand même du temps qui est passé. Il n'y a eu aucune modernisation. Vous avez gardé cela. Tout ce qui est authentique a été gardé. La modernisation, c'est peut-être la publicité, tous les éléments de réjouissance que nous avons actuellement, les médias. Bon, il y a de cela 20 ans, on n'avait pas la possibilité de passer les choses WhatsApp, la publicité, non. Bon, donc on a utilisé tous ces atouts que nous avons pour moderniser. Mais la partie rituelle essentielle a été vraiment sauvegardée. Et bon, c'est une partie que vous avez vue. On ne pouvait pas tout montrer. Voilà. D'accord. Alors, je suis curieuse également de savoir, celui qui a été intronisé, vous pouvez nous rappeler son nom Je ne peux plus. D'accord. Et je ne dois plus. Non, son titre, bien entendu. Oui, ok, c'est Mito Gogan Toanu Goumihen Zogi 3. D'accord. Il est toujours de la tribu de Tenago. Oui, il est toujours du clan de Tenago. Ouais, mais vous nous avez dit que ça varie un peu d'une famille ou d'un clan dans Tenago à un autre. Oui, non, on vous a dit que dans Tenago, nous avons plusieurs branches. Branches, bien entendu. Et nous désignons le Mito par branche. D'accord. Et nous connaissons la rotation. Quand ça arrive à l'intérieur d'une branche, la branche se concède. Il y a des critères. Déjà, il ne faudrait pas que son papa soit vivant. D'accord. Et ces critères, ils font la consultation. Selon les candidats, on choisit le meilleur désigné par le FA. Maintenant, ils présentent ce candidat. On peut garder l'anonymat. Hein. On le garde, disons, ils présentent les polis relatifs. Polis, il faut comprendre les tout. D'accord. Et maintenant, la collectivité, la grande collectivité reprend les consultations. Si c'est favorable, la collectivité valide. Si ce n'est pas favorable, il y a des choses qui n'avaient pas été révélées, la collectivité conseille que ce candidat-là soit remplacé. D'accord. Voilà. Ok. Alors, quelles sont les fonctions du Premier ministre? Vous nous avez dit qu'il assiste le roi, mais il a été intronisé concrètement. Où est-ce qu'il va intervenir? Qu'est-ce qu'il va faire? Tout d'abord, il est le chef de la collectivité Tenago. Tenago, d'office. D'office. Oui. Et il est assisté. Auprès du roi. Il est assisté. Le Gogan est assisté par le conseil de régence. D'accord. Mais à côté du roi, il est son bras droit. Ok. Il est presque son confident. Tout à fait. Et le roi le consulte à chaque fois qu'il doit prendre une décision, chaque fois qu'il y a un problème. Même les problèmes personnels du roi sont entendus par le Gogan. Et c'est lui son premier aide. Voilà. Alors dites-nous, le royaume de Rogbonou, qu'on le veuille ou pas, quand même, il y a une modernisation. Nous avons un maire, nous avons un préfet, nous avons également au sommet du Bénin, bien entendu, le chef de l'État. Mais il y a quand même toute cette tradition qui est restée. Est-ce qu'il y a toujours cette importance-là qui est accordée à ce royaume, ou c'est plutôt au niveau des familles? Dites-nous un peu comment ça se passe. Je crois que le roi a sa responsabilité plus au niveau de la famille que dans la grande communauté, dans la gestion des affaires administratives au public, vous savez, ce n'est plus... Est-ce que justement les habitants de Rogbonou ont toujours l'habitude, parce qu'il y a quand même beaucoup de modernisation à Porto-Novo, est-ce qu'ils ont toujours l'habitude d'aller voir le roi, d'aller voir le Premier ministre, etc. Oui, les gens utilisent encore les palais royaux. Et leur famille, parce que on est toujours né d'une source. Absolument. Oui, on retourne chaque fois à la source. Et on évite les conflits avec l'administration, parce que c'est l'administration publique qui prend les grandes décisions que le royaume essaie de suivre. D'accord. Donc, on s'accommode. D'accord. Oui, je vais juste ajouter que depuis la colonisation, il y a une bonne partie du pouvoir royal qui a été, disons, reversé dans l'administration publique. Mais l'administration aussi,
et utilise la royauté pour gouverner, pour la paix. Imaginez, il y a des problèmes que, voilà, oui, il y a des problèmes, on renvoie à la royauté. Parfois, vous arrivez au tribunal, on vous dit, bon, allez revoir, allez régler en famille et revenez nous voir. Donc, ça fonctionne en synergie avec l'administration. D'accord. Et quelle sera la durée du mandat du nouveau Premier ministre? Nous n'avons pas, c'est à vie. C'est à vie. Ah oh, oui, c'est à vie. C'est pourquoi on lui souhaite l'oreille. Et voilà. D'accord. Donc, sa venue maintenant, qu'est-ce que ça va changer concrètement? Qu'est-ce qui manquait? Qu'est-ce qui ne se faisait pas? Et que son intronisation en tant que Premier ministre va apporter? Oui, ça vient combler un vide. Parce que Fleur Florentin vient de vous décrire et sa place quand même dans le royaume à côté du roi. Très important. Donc tout ce temps, il y a eu la régence, mais la régence n'a pas été aussi présente que lui, il le sera maintenant. Justement, cette régence, on en a parlé. Quel rôle elle jouait? D'abord, il fallait réunir la collectivité. Parce qu'on vous a dit qu'il y avait de dissensions et il fallait d'abord réunir la collectivité, et évacuer les affaires courantes et organiser les grandes cérémonies à Gog qui se passaient tous les 5 ans et aussi préparer maintenant l'intronisation du Mythos Gauguin. C'est ça surtout, à cela surtout que la régence s'est attelée et c'est ça qui a nous a fait voir ce que vous avez vu le samedi. Voilà, donc c'est pas comme si on déléguait quelqu'un de cette régence-là pour aller vers le roi et recueillir ses confidences, l'assister dans ses décisions. Ça a manqué, il faut avouer, ça a manqué. Et les rois nous ont un peu titillés. Oui, bon, mais on leur a demandé de bien vouloir nous faire patienter, nous permettre de régler les problèmes. C'est toujours bon quand c'est fait par tout le monde. Imaginez la faveur que vous avez vue, qui est une seule branche, qui ne soit pas d'accord et vienne faire semer la zizanie. Donc vous tenez à l'harmonie. Voilà, on tenait vraiment à l'harmonie et c'est ça, c'est cela qu'on est arrivé d'abord avant d'introniser le Mythos Gauguin qui a fait l'affaire de tout le monde. C'est toute la collectivité qui a participé. Je vais aussi ajouter que le Gauguin intercède au niveau de toutes les familles royales pour leur harmonisation. Actuellement, notre Gauguin va s'atteler plus au règlement des conflits entre les familles royales. D'accord. Pour que, enfin, les princes de Porto-Novo puissent se retrouver et agir ensemble. Vous savez que actuellement, tel que la situation se passe, il y a plusieurs rois à Porto-Novo actuellement. Donc c'est un des rôles principaux que notre Gauguin va jouer. D'accord. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau, Monsieur Caliste Dedjino et Monsieur Florentin Gauguin. On va peut-être vous retrouver quand il y aura une autre cérémonie ou un autre rituel qui nous intéresse sur ce plateau. On vous raccompagne et on va faire un peu de publicité. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, merci de votre fidélité à l'ORTB. La TNT est désormais une réalité dans les foyers béninois. Retrouvez dès maintenant sur votre bouquet TNT gratuit sans abonnement 16 chaînes TV dont l'ORTB sur la position 1, la chaîne BB24 sur la position 2 et également les chaînes de radio suivantes Radio Bénin, Atlantique FM, Radio Paracou et Radio Bénin Alafia sur les positions 21, 22, 23 et 24. Pour cela, courez vite acquérir votre kit de réception composé d'un décodeur TNT agréé, d'une antenne râteau et de tous les accessoires d'installation. Super. Ah, Joe! Comment tu vas? Ça va, et toi? Tu es très rare ces derniers temps, hein? Oh ouais. Et en plus, tu as un look choco là. Merci. Mais dis-moi, c'est quoi ton secret? Oh mon gars, toi tu es dans ce pays là où on a trouvé le bon tuer l'argent pour la flot. Attends, mais de quoi tu parles? Et en plus, comment tu as fait pour envoyer une si belle moto en si peu de temps? Mon gars, moi je suis un businessman, un hustler. D'ailleurs, je suis venu ici pour retirer un mandat. Mandat?
Tu as qui à l'étranger, toi, pour recevoir de l'argent, hein? Calmos, les gars. Calmos. C'est le business. Maintenant, je vends un peu de tout sur Internet. Ah. Dis donc, mais depuis quand tu es devenu aussi célèbre les amis, laissez Fofon. Ne l'écoutez pas. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. C'est plutôt un caïman. Pour faire son autre. Il fait de la cybercriminalité. Une pratique sévèrement punie par la loi. Fofon. Et quand c'est vrai ce qu'il dit. Ah, ton silence montre clairement que tu pratiques la cybercriminalité. Donc toi aussi, tu te livres aux faux prêts bancaires, aux fausses ventes d'immeubles, de voitures, de places publiques, aux arnaques autour d'héritages supposés et abandonnés. Et quand oui. C'est la prison qui te guette. Toi et tes complices. Même tes parents qui savent et qui ne disent rien. Pathologie. Ah oui, c'est sérieux. Midjo Gaido, Bouli Bonoaso. Ah, en tout cas. Soyons tous vigilants. Ensemble, combattons la cybercriminalité. Mes amis, c'est bien votre adjoint. Vous avez connu mes débuts, ce temps de galère et cette souffrance. Après, j'ai démarré mes activités grâce au microcrédit à l'AFIA. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était un crédit de 50 000 francs. Étant bien formé sur la gestion de mon crédit et mon commerce, j'ai remboursé régulièrement. Et ça m'a permis aujourd'hui de bénéficier d'un crédit de 100 000 francs et d'accroître mes activités. Vous aussi, vous pouvez être comme Adjoa. Vous êtes ancien ou nouveau bénéficiaire du microcrédit à l'AFIA. Vous pouvez désormais obtenir des crédits allant jusqu'à 100 000 francs CFA. Rendez-vous chez le SFD le plus proche pour plus d'informations. C'est simple et pratique, comme toujours. Microcrédit à l'AFIA, le crédit qui vient à vous. Merci microcrédit à l'AFIA. Ouais, c'est fini. Ah, c'est fini la galère. J'ai gagné 50 millions de francs CFA. Je viens d'être tiré au sort par une grande entreprise financière de la place. Waouh! Merci Seigneur. Félicitations, je suis contente pour toi. Tu es chanceux, hein? Ouais, il était temps. Oui. Vous venez de gagner ici. Waouh! Alléluia! C'est quoi? Dieu merci! Dieu merci! Tu vas voir. Je vais d'attirer au sort pour 20 millions de francs CFA! Ah ouais? Je suis dans la joie! Alléluia! Jésus m'a libéré! Alléluia! Mais qu'est-ce que vous avez? On est un millionnaire! Viens! Regarde! Regarde! 50 millions! 50 millions! Yéinolé, mon follet, ne vous rappelez-vous pas quand tout mon salaire a été siphonné de mon portable? Oui. Vous rappelez-vous? Un monsieur qui m'avait appelé dans ce pays, soi-disant qu'il m'a envoyé 80 000 francs, qu'il voulait envoyer à son épouse pour les soins de ses enfants hospitalisés. Et n'ayant pas fait attention, je l'ai balancé mes pauvres 80 000 francs. Alors qu'il m'avait envoyé qu'un faux message SMS. C'était pas vous qui m'avez cotisé 5 000 francs dans ce pays pour que je puisse rentrer? Bien sûr. Mais faites attention. Et soyons vigilants. Lisez vous-même. La personne dit qu'il faut d'abord verser 200 000 francs sur un numéro que vous ne connaissez pas, avant de recevoir un code secret. Ensuite, envoyez la copie de votre passeport
une photo et votre numéro bancaire. Mais ne soyez pas naïf, ne soyez pas bête. Il va vous prendre d'abord les 200 000, vider votre compte bancaire et ensuite utiliser votre identité pour commettre des forfaits. Et finalement, vous allez vous retrouver en prison. Ah oui? Dieu! Merci. Non! Non, ne me remerciez pas. Ne me remerciez pas. Doublons plus de vigilance. Ces petits gars, man, ils sont forts. Ils sont hyper forts. Ils nous guettent partout où nous passons. Partout, je vous dis. D'ailleurs, il faut qu'on les dénonce à l'OCRC. C'est très important. Voilà ce que j'ai à vous prêter comme argent. Nul n'est à l'abri des actes de cybercriminalité. Les faussaires peuvent utiliser tous les moyens pour vous appâter et vous spolier. Ne soyez pas complices de la cyberdélinquance qui a de graves conséquences sur l'image du pays et le progrès de notre nation. Soyons tous vigilants. Ensemble, combattons la cybercriminalité. Vous êtes une entreprise publique ou privée légalement constituée au Bénin. Vous exercez depuis au moins une année. Vous êtes à la recherche de collaborateurs compétents et motivés pour soutenir le besoin de développement de vos activités. Vos moyens ne vous permettent pas d'en recruter. Pas de souci. Le programme spécial d'insertion dans l'emploi mis en place par le gouvernement est la solution à vos préoccupations. De nombreux candidats à l'emploi y sont inscrits pour répondre à vos attentes. Pour en bénéficier, rendez-vous sur le site www.psie.bg. Remplissez les champs dédiés aux entreprises et soutenez vos demandes. Elles seront traitées. Vous serez informé du résultat par mail et sur votre compte utilisateur PSIE que vous êtes invité à consulter régulièrement. Voilà, retour en plateau. Nous allons à présent aller sur le terrain des tutosphères. Nous allons les découvrir dans cet instant. Babagbeto a prévu des vidéos pour nous. Nous allons les suivre. Nous allons apprendre sur ces vidéos et nous allons en débattre tout à l'heure. Au-dessus de chaque portière de voiture, tu trouveras généralement une poignée. Elle est là pour que tu puisses t'accrocher à quelque chose quand ta grand-mère prend le volant et se prend pour Fangio. Blague à part, ces poignées sont particulièrement utiles car beaucoup de gens ont besoin d'une petite aide supplémentaire pour entrer et sortir de la voiture. Quant à savoir pourquoi la portière du conducteur n'en a généralement pas, il y a deux raisons à cela. Premièrement, le volant lui-même peut servir de poignée. Et deuxièmement, les conducteurs pourraient être enclins à saisir la poignée pendant qu'ils conduisent. Les clés de voiture modernes ont un joli tour dans leurs manches, si elles avaient des manches. Elles peuvent contrôler tes fenêtres. Maintiens enfoncé le bouton de déverrouillage de ta clé de voiture pendant quelques secondes. Il y a une chance qu'au bout de 5 secondes, les vitres de ta voiture s'ouvrent comme par magie. Si tu tiens à nouveau le bouton de verrouillage enfoncé, elle devrait se refermer. Seules quelques personnes connaissent cette astuce. Vérifie le manuel du véhicule. Ta voiture fait peut-être partie des chanceuses. Si ton internet tombe en panne et que tu as vraiment besoin de ta dose de jeu, Google peut te sauver. Tu cliques sur ton raccourci préféré et c'est la catastrophe. Le message redouté apparaît. Impossible de se connecter à Internet. Mais attends, c'est quoi ce petit dinosaure pixelisé? Au lieu de paniquer, appuie sur la barre d'espace. Ce petit jeu est devenu un énorme succès. Et il est beaucoup plus addictif qu'il n'y paraît. Un dinosaure qui saute par-dessus des cactus. Génial! Même s'il y a pire dans la vie, agrafer accidentellement les mauvaises pages est assez embêtant. Surtout si l'agrafe emporte avec elle un énorme morceau de ton document lorsque tu essayes de la retirer. Il existe en fait un moyen simple de faire en sorte que les broches de l'agrafe soient moins serrées et plus faciles à retirer. Regarde de plus près cette plaque de métal à l'avant de ton agrafeuse, appelée l'enclume. Retourne l'agrafeuse et ajuste le réglage. Tu peux mettre ton agrafeuse en mode temporaire. Fini les soucis. Les housses de toilette ont été utilisées à tort pendant tout ce temps. Si tu as l'habitude d'arracher ce rabat qui ressemble à une langue, tu te trompes. Au lieu de l'arracher, laisse le rabat reposer dans la cuvette après avoir posé la housse. Quand tu tireras la chasse d'eau, la succion tirera sur le rabat et emportera la housse.
Que symbolise ce carré ou ce rectangle noir au bout de ton tube de dentifrice? Y a-t-il un code couleur pour indiquer les ingrédients qui s'y trouvent? Ou est-ce qu'il indique si le dentifrice est synthétique ou naturel? Eh bien désolé, mais la vérité n'est pas si palpitante. Ce marquage est là pour les machines d'assemblage. Il les aide à savoir où couper et plier chaque tube. Tu as oublié de mettre une boisson au réfrigérateur? Enveloppe-la dans une serviette en papier humide et mets-la au congélateur. En 15 minutes seulement, ta boisson sera glacée. Tu peux peindre l'extrémité de tes clés avec du vernis à ongles de différentes couleurs afin de pouvoir identifier facilement quelle clé est la bonne. Pour empêcher ton papier d'emballage de se dérouler, tu peux découper un vieux rouleau de papier toilette et t'en servir comme une menotte. Afin de verser la quantité parfaite d'huile ou de vinaigrette, perce des trous dans la capsule en aluminium plutôt que de l'enlever complètement. Cela permet d'éviter qu'une grande quantité de liquide s'écoule. Pour éviter que les pansements se détachent de ton doigt, coupe une ligne droite de chaque côté. Du pansement, pas de ton doigt. Cela créera 4 petites bandes collantes au lieu d'une grande et ce sera beaucoup plus facile à fixer. Quand ta bougie a brûlé et que tu n'arrives plus à atteindre la mèche avec ton briquet, tu peux utiliser un bâton de spaghetti. Il suffit d'allumer l'extrémité et tu obtiendras un bâton plus long qui brûle tout aussi bien, te permettant ainsi d'atteindre les endroits difficiles d'accès. Fixe un élastique sur le haut de ton pot de peinture afin de pouvoir essuyer les excédents de peinture. Tu éviteras ainsi que la peinture coule sur les côtés du pot et tu garderas les choses bien rangées. Tu peux utiliser une bouteille en plastique pour séparer les jaunes d'œufs. Tiens la bouteille au-dessus du jaune d'œuf et presse-la pour l'aspirer. Dépose le jaune dans un bol à part et c'est bon. La prochaine fois que tu auras du mal à nettoyer ton ventilateur de plafond, utilise une tête d'oreiller. Fais-la glisser le long de chaque pale pour enlever la poussière. De cette façon, l'excès de poussière restera à l'intérieur de la tête d'oreiller et ne pleuvra pas sur toi. Enfonce une paille avec tes cerises pour enlever les queues. C'est beaucoup plus rapide et de cette façon, tu ne perdras pas autant de fruits. Si tu as du mal à mettre un bracelet sur ta propre main, essaye d'utiliser un trombone. Ouvre-le et glisse-le dans les boucles de l'extrémité de ton bracelet. Tiens le trombone au milieu de ta main avec tes doigts. Puis enroule le bracelet autour de ton poignet. Tu devrais alors être en mesure de le fermer facilement. Pour bien nettoyer ton blender, remplis-le de savon et d'eau chaude. Mets-le en marche pendant environ 10 secondes et laisse l'eau qui tourne faire le plus gros du travail. Il suffit ensuite de le rincer pour qu'il soit propre. Évite le désordre et la frustration en pelant une orange, et ce en coupant une extrémité du fruit. Coupe ensuite 4 à 6 tranches et tu verras que la peau se détachera beaucoup plus facilement. Si tes chaussures sentent mauvais, mets quelques sachets de thé sec dedans. Ils absorberont les odeurs. Les chips sont un parfait allume-feu. La graisse, l'huile et les produits chimiques qu'elles contiennent les font brûler très facilement. Et pourtant, nous continuons à en manger. Tu vois l'ironie? Essaye d'utiliser du dentifrice pour enlever les petites rayures sur les meubles. Frotte une quantité de dentifrice de la taille d'un petit pois sur la rayure en faisant des mouvements circulaires jusqu'à ce que celle-ci disparaisse. Ensuite, essuie avec un chiffon humide et voilà. La cire de bougie qui a atterri sur un meuble peut partir à l'aide d'un glaçon. Plutôt que d'abîmer la surface en essayant de la gratter, remplis un sac en plastique de glaçons et laisse-les reposer sur la cire pendant quelques minutes. La cire va alors refroidir et durcir, ce qui la rendra beaucoup plus facile à enlever. Perce quelques petits trous dans le fond de ta poubelle pour empêcher le sac de se coincer lorsque tu le sors. Les trous empêchent l'effet de vide qui maintient le sac en place. Les traces de crayon sur les murs sont le cauchemar des parents. Mais tu peux utiliser un sèche-cheveux pour les faire disparaître. Chauffe les taches pendant quelques secondes pour ramollir la cire et ensuite tu devrais pouvoir l'essuyer. Tu peux facilement enlever le résidu collant des bocaux en utilisant de l'huile de cuisson. Trempe un morceau de coton dans de l'huile puis frotte-le sur la zone collante. Laisse-le reposer pendant quelques minutes et il devrait s'enlever facilement. Range tes cotons-tiges dans un bocal à cure-dent. Ce type de récipient possède généralement un distributeur dans le couvercle. Il te permettra de retirer un coton-tige à la fois et tu peux être sûr que la réserve de coton-tige sera protégée de la saleté et de l'humidité. Plutôt pratique, surtout en voyage. Un anneau sur ton étui de téléphone te permet d'utiliser facilement ton appareil d'une seule main. Tu peux envoyer des messages, prendre des selfies et regarder des vidéos en étant allongé sur ton canapé. Mais il s'avère que cet anneau peut aussi t'aider à cuisiner. Retire l'anneau et attache-le à un couvercle de bocal métallique. Place le couvercle verticalement sur l'aliment que tu es en train de découper et tiens-le de cette façon. Tes doigts seront protégés des accidents et les tranches seront de taille égale.
Les bougies à lampion sont généralement présentées dans de petits récipients en aluminium. Une fois que la cire est fondue, tu peux récupérer 2 récipients et en faire une toute petite boîte pour ranger de petits objets comme des punaises, des bijoux, des trombones, etc. Tout d'abord, enlève les résidus de cire, nettoie les récipients et fais 2 petits plis triangulaires opposés l'un à l'autre. Le diamètre du récipient du bas sera ainsi légèrement plus petit que celui du haut. Le récipient supérieur servira de couvercle. Tu peux aussi utiliser un petit morceau de ruban adhésif pour le fixer à la partie inférieure. Lorsque tu pars en vacances, tu peux ranger un mini savon, du sel et du poivre, des pilules vitaminées ou encore des bouchons d'oreilles dans tes nouvelles petites boîtes. N'oublie pas de les étiqueter avec un feutre indélébile ou des autocollants pour éviter toute confusion. Un récipient en plastique pour brosse à dents fait aussi une excellente boîte de voyage pour les petits bijoux ou les cartes mémoire. Nul besoin de dépenser une fortune pour un support de téléphone fantaisie. Plie les branches de tes lunettes de soleil de cette façon et pose-les sur une surface horizontale plate. Maintenant, tu peux mettre ton téléphone sur ce support maison et filmer tes vidéos TikTok. Si tu as une boîte de Tic-Tac vide à portée de main, tu peux aussi en faire un support de téléphone. Coupe la boîte en parties verticales égales, comme ceci. Prépare un morceau de carton légèrement plus grand que ton téléphone. Colle les moitiés de Tic-Tac sur le carton pour que ton téléphone s'adapte parfaitement au milieu de cette construction. Et voilà, n'hésite pas non plus à fabriquer le même support pour ta tablette, mais assure-toi que ton gadget ne soit pas trop lourd pour cette construction. Voici une autre idée pour faire des économies. Ne jette pas trop vite les rouleaux de scotch épuisés. Utilise une règle pour marquer 2 points opposés sur le rouleau. Découpe ensuite 2 petites encoches qui accueilleront ton téléphone. Équilibre parfait et presque 0 déchet. Coupe tes pailles en plastique usagées en petits anneaux. Mets 2 à 3 cuillères à soupe de ces anneaux sur une feuille de papier propre. Place ensuite une feuille de papier par-dessus et repasse le tout. Les anneaux vont se coller ensemble pour former un seul morceau de plastique. Découpe-en un disque que tu pourras utiliser comme dessous de verre pour les tasses et les récipients. Et voilà, c'était tout pour Tutosphère. J'espère que vous avez appris. En tout cas, moi, j'en ai beaucoup appris. À présent, on passe au talk. Je l'annonçais, on parle de l'actualité sociopolitique au Niger. On se demande si un régime putschiste peut avoir du crédit dans une démocratie. Le talk, c'est tout de suite. À la suite du Mali, du Burkina Faso, de la Guinée, mais aussi du Tchad, le Niger est en proie depuis quelque temps à une prise de pouvoir de l'armée par des forces de défense et de sécurité réunies au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP. Ils ont proclamé le 26 juillet 2023 à la télévision nationale la destitution du président Bazoum, élu démocratiquement en 2021. Depuis, nous assistons à des tensions au Niger. Nous en parlons aujourd'hui, bien entendu, avec mes invités, ou je dirais plutôt mon invité. Il s'agit de Monsieur Franck Kenevo, politologue. Bonjour, Monsieur Kenevo. Bonjour et bonjour d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est un plaisir pour moi. Il devait être également sur ce plateau. Malheureusement, il n'a pas pu se libérer. Rodrigue Rodé, journaliste, analyste politique. Monsieur Kenevo, avec vous, nous allons déjà vous demander votre avis sur cette actualité au Mali. Au Mali ou au Niger, pardon. D'accord. Non, je pense que c'est toujours une situation complexe et critique lorsqu'il y a un coup d'État dans la région. Vous savez, les pays de l'Afrique de l'Ouest, depuis la situation au Mali, ont commencé par vivre ces moments-là. Et chaque fois, c'est, disons, une situation qui met à mal l'intégration sous-régionale, ou quand même, sur ce plan, l'Afrique de l'Ouest, ça fait quand même beaucoup de progrès par rapport aux autres parties du continent. Et donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas souhaiter. Parce qu'un coup d'État, c'est comme le commencement d'une guerre. Vous voyez, même au Niger, lorsque la garde présidentielle a initié le coup d'État, on voit clairement que le reste de l'armée n'était pas associé. Absolument. Parce qu'un coup d'État, c'est quelque chose qu'on prépare en secret. Et donc, si le chef d'état-major n'avait pas
sur raison gardée, il y aurait eu un bain de sang extraordinaire, parce que non seulement la garde présidentielle est très armée, mais aussi le chef d'état-major contrôlant les autres corps de l'armée aurait pu les assiéger, en découdre. Or, au Niger, à Niamey, le palais présidentiel, non seulement c'est dans une base militaire, mais c'est aussi en plein cœur de la ville. C'est au cœur de la ville. Donc ce n'est pas un peu excentré de la ville comme les deux. Donc c'était vraiment quelque chose qu'il ne fallait pas. Disons que le coup d'État au Niger est moins explicable que ce que nous avons vu au Mali, au Burkina Faso, encore que un coup d'État restera toujours un coup d'État, et tout démocrate doit véritablement œuvrer à ce qu'il n'y ait plus de coup d'État. C'est comme si on ramenait l'Afrique au lendemain des indépendances, où au Togo, les coups d'État ont commencé et puis ont gagné toute l'Afrique. Donc cette période qui semblait révolue est revenu comme si c'est l'actualité de l'Afrique de l'Ouest, ce qui n'est pas une bonne chose. Donc personnellement, je pense que la situation au Niger interpelle tous les Africains et en premier lieu les dirigeants du continent, pour qu'on puisse une fois pour de bon mener les réflexions. C'est vrai, c'est bon de sanctionner, mais il faut chercher les problèmes, ce qui amène ces coups de force-là. D'accord. Justement, M. Kenevo, quels que soient les problèmes, nous sommes en démocratie, qu'on le veuille ou non, et justement, c'est de ça que nous parlons. Lorsque la gestion du chef est contestée, est-ce qu'il faut prendre le pouvoir par la force, par les armes? Parce qu'au départ, on nous a dit que c'est un mouvement d'humeur, mais malgré les tentatives de négociation, les tentatives pour amadouer ces putschistes, rien ne semble prendre. Est-ce qu'il faut quand même se lever quand on n'est pas d'accord avec le chef et le renvoyer, assiéger le palais? Non, je pense qu'il faut décourager cela. Vous voyez, en France aujourd'hui, le président Macron est très impopulaire. Oui, absolument. Et s'il y avait élection présidentielle en France aujourd'hui, c'est pas sûr que le président Macron passe. Mais est-ce que on a entendu des rumeurs de coup d'État, etc.? Non, parce que la marche politique de nos sociétés doit aller de l'avant. Doit aller de l'avant dans le sens où ce qui n'était pas vertueux, progressivement, on doit laisser tomber ça. Et c'est pour cela que, vous savez, les chefs d'État ont, en plus du protocole sur la gestion des crises, des conflits, en 2001, ont signé, disons, le protocole additionnel sur la démocratie. Et donc, tous ces pays-là ont signé ce protocole additionnel qui interdit de prendre le pouvoir par des moyens non constitutionnels. Donc à partir de ce moment, je pense que les militaires sont des intellectuels. Ils doivent savoir que s'il y a un problème, et au Niger, personnellement, c'est après le coup d'État qu'on entend des choses par-ci par-là, qu'il faut juger Bazoum. Mais il y a un mois en arrière, Bazoum était comme un modèle. Très apprécié. Apprécié sur le plan économique. Il venait de lancer de grands travaux sur Niamey, etc. Donc, et sur le plan de la lutte contre le terrorisme, le Niger était relativement plus épargné que les autres pays. Mais même s'il y avait malgouvernance, même s'il y avait un problème au niveau du président Bazoum, quels sont les éléments objectifs que l'armée avait pour interrompre un processus validé par le peuple souverain? Pourquoi? Parce que l'onction du suffrage universel vient du peuple souverain. C'est le peuple qui décide de confier la gestion de l'État à une personne donnée, à un moment donné, pour une durée déterminée. Donc, à partir de ce moment, est-ce que les putschistes peuvent garantir aujourd'hui que la majorité des Nigériens est d'accord avec ce qui se passe? Non. Moi, je pense qu'il y a un peu d'amalgame. C'est-à-dire, on est dans un contexte où la jeunesse, la nouvelle génération africaine aspire
au développement, comme toutes les générations, mais estime qu'il faut des ruptures dans nos relations avec le reste du monde. Donc, c'est ce contexte-là que les putschistes utilisent pour légitimer ce qui est un coup de force. Donc, les Nigériens, comme les Maliens, comme les Burkinabés, n'applaudissent pas le coup d'État, mais ils espèrent que cette interruption va amener un nouvel ordre de gouvernance améliorée, de développement. Donc, si vous regardez bien, si vous lisez entre les lignes, les populations n'applaudissent pas les putschistes. La preuve, si le coup d'État était la solution, pourquoi au Burkina, il y a eu coup d'État dans le coup d'État? Absolument. Ça veut dire que le premier coup d'État n'a pas marché, et donc le capitaine Traoré a été obligé de déposer encore le lieutenant-colonel Sandaogo Damiba pour que, parce que ça veut dire que le coup d'État n'est pas la solution. Ça veut dire aussi que si dans l'armée burkinabé, il y a une frange qui n'est pas d'accord avec le capitaine Traoré, cette frange-là va encore faire un autre coup d'État et ce sera le cercle vicieux qui va se perpétuer. Donc, on a des mécanismes. On n'a pas mieux que la démocratie, mais à l'intérieur de la démocratie, chaque pays peut faire son aménagement suivant son histoire, suivant ses spécificités. Mais aujourd'hui, prendre le pouvoir tel qu'ils l'ont fait au Niger, je pense qu'ils ont frôlé la catastrophe. Il y a des débats aussi que les gouvernements démocratiques doivent faire par rapport, vous savez, tout ce qui donne un semblant de légitimité à ces coups de force-là, c'est l'insécurité et les puissances étrangères qui s'implantent et qui, selon ce que nous recevons aujourd'hui, exploitent les ressources de l'Afrique. Donc, si ce n'était pas ces deux contextes-là, ces coups d'État-là, c'est les populations même qui allaient se lever pour dire non, nous ne voulons pas de ces coups de force-là. Justement, lorsqu'on observe un peu, et vu ce que vous avez décrit, est-ce que le coup d'État peut être considéré comme une solution à une sortie de crise de gouvernance, par exemple, ou est-ce que ça offre des perspectives d'évolution et d'avenir au pays? Non, vous savez, la Bible dit qu'on ne peut pas faire du mal pour espérer en tirer du bien. Lorsque vous êtes dans une situation où on est en démocratie, ça veut dire qu'il y a des institutions qui sont, par exemple, au Bénin, la Cour constitutionnelle joue un rôle de régulateur de l'activité des pouvoirs publics. Donc, il y a des mécanismes. Le Parlement aussi peut prendre des résolutions, peut prendre des décisions lorsqu'il y a des crises dans une démocratie. Ce n'est pas parce qu'il y a une situation conflictuelle à l'intérieur du pouvoir, encore que, à part Amadou qui est en exil depuis, avant même l'arrivée du président Bazoum, il n'y a pas un problème politique au Niger. Je ne crois pas qu'il y ait un problème politique au Niger. Mais si on prend le cas du Mali, par exemple, au Mali, il y avait un problème sérieux où beaucoup de Maliens, malgré qu'on était en période de Covid, marchaient pour demander le départ du président. Donc, je pense que au Niger, on n'a rien vu venir. Il n'y avait pas... On avait l'impression même que c'était... Non, il y a eu beaucoup d'antécédents au Niger. Depuis le consensus des conférences nationales, c'est le Niger qui a le plus interrompu l'ordre constitutionnel. Parce que, je me souviens très bien, le président Bazoum est le premier président issu d'une alternance, c'est-à-dire un mandat qui allait jusqu'à son terme. Et on a fait des élections démocratiques pour désigner un nouveau président à qui le pouvoir a été transmis. Je pense que depuis 1990, le président Bazoum doit être le premier au Niger. Donc, il y a une tradition de coup d'État au Niger, mais le Niger a signé le protocole additionnel qui interdit les coups de force. Et donc, ce n'est pas en suspendant une constitution
après le coup d'État qu'on met un terme à ce protocole-là, simplement parce que ce protocole a été régulièrement ratifié par le Niger et donc continue d'avoir cours juridiquement par rapport au Niger. Mais ce que vous voulez, c'est de se demander si à un moment donné, un coup d'État ne peut pas venir régler un problème de blocage. Est-ce que ça peut venir régler vous savez, la démocratie n'est pas mise en cause. Mais c'est ce que les hommes font de la démocratie qui pourrait être mis en cause. Vous savez, on peut, dans une démocratie, trouver les mécanismes pour régler les problèmes de blocage. Moi, je donne un exemple. Vous savez, on peut imaginer dans nos constitutions que s'il y a des problèmes de blocage, des problèmes de contestation, qu'on puisse, lorsque peut-être 30%, 40% du corps électoral qui a procédé à l'élection de la personne le demande, qu'on puisse faire un référendum, qu'on puisse se prononcer sur la poursuite ou non du mandat. Qu'il y ait des instances morales qu'on puisse consulter lorsqu'il y a un blocage politique, en plus des institutions démocratiques. Parce que parfois, dans nos pays africains, il y a des problèmes de culture de la démocratie, mais aussi il y a des problèmes de transparence et, disons, de légitimité de certaines institutions. Mais si on est dans le contexte nigérien, je ne vois pratiquement pas ces cas de figure-là au Niger. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous devons faire attention et revoir les éléments. C'est-à-dire, il y a dans l'opinion publique africaine des revendications, des aspirations au développement et des revendications politiques précises. Que les puissances étrangères ne contrôlent plus les autorités politiques de l'Afrique, que les puissances étrangères ne contrôlent plus le pouvoir économique en Afrique, que les puissances étrangères n'aient plus la main mise sur les richesses de l'Afrique. Ça, c'est une revendication qu'il faut désormais prendre en compte, et même dans les campagnes électorales dans nos pays, il faudrait que ces éléments-là soient, disons, mis en avant. Au Gabon, aujourd'hui, pendant la campagne présidentielle, ce débat-là est mené, où il est question du départ ou non de la base française au Gabon, par exemple. Donc, il faut régler ces problèmes-là, simplement parce que si les coups d'État au Niger, au Burkina, au Mali ont donné l'impression de recevoir des échos favorables de la population, c'est parce qu'il y a des revendications que les pouvoirs démocratiques ne voulaient pas aborder. Les débats que ces pouvoirs-là... Quand même, M. Kenevo, vous avez parlé tout à l'heure d'aller à un consensus, ce qui n'a malheureusement pas été fait. Est-ce que vous avez si bien dit qu'il y a eu écho favorable à certains niveaux dans certains pays? Est-ce que ça ne va pas entraîner une sorte de soulèvement, je dirais un peu anarchique, pour aller enfreindre la démocratie, par exemple? Non, vous savez, si ce qui se passe, c'est vrai que c'est circoncis pour le moment en Afrique de l'Ouest, et c'est pour cela, justement, on a parlé du Mali, on a parlé du Burkina, de la Guinée, et puis le Niger vient encore. Donc ça fait 4. C'est le cas à ne pas accepter. Oui. Donc, je pense que c'est dans cette logique... Est-ce que vous profitent du ras-le-bol des populations, par exemple, pour régler des comptes personnels? Oui, selon les informations qu'on a reçues au départ, c'est que à un moment donné, puisque le commandant de la garde présidentielle était déjà commandant de la garde présidentielle au temps de l'ancien président Issoufou. Donc, je crois, selon les informations qu'on a reçues, c'est qu'à un moment donné, le président Bazoum a voulu le déplacer. Et donc, il y a eu des mouvements d'humeur au départ, et puis finalement, c'est devenu un coup d'État. Donc, il faudrait que nous travaillions sur un certain nombre d'éléments dans nos démocraties. D'abord, que la démocratie soit, disons, comprise par les populations. Absolument. Et que la culture de la démocratie, c'est la soumission
de tout le monde au droit. Lorsque tout le monde est soumis au droit, et lorsque nous avons dans l'acte, dans le protocole additionnel, on a parlé de décentralisation, on a parlé de l'indépendance du pouvoir judiciaire, on a parlé du Parlement qui doit faire son rôle, son travail, parce que dans une démocratie, les institutions, notamment les 3 institutions piliers, ne sont pas là par hasard. Le pouvoir exécutif pour gouverner, pour gérer, pour mettre en œuvre les lois, le pouvoir législatif pour donc décider des lois, prendre les lois, contrôler l'action du gouvernement, mettre en place des commissions d'enquête pour vérifier comment les ressources sont gérées, et le pouvoir judiciaire qui est, disons, l'instance qui dit qui a raison, qui n'a pas raison. Donc, le pouvoir judiciaire qu'on peut étendre au pouvoir constitutionnel. Donc, nous avons ces institutions-là qui doivent fonctionner normalement. Et donc, lorsque il y a des alertes au niveau de la population, le pouvoir parlementaire peut déjà, le pouvoir législatif peut déjà interpeller le gouvernement sur ces questions-là. Donc, il faudrait aussi que la démocratie fonctionne normalement dans nos États pour que nous soyons véritablement à l'abri de ces revendications militaires. Mais ce que je dis, c'est que rien ne justifie un coup d'État. Rien ne justifie un coup d'État. Ce qui se passe au Niger, au Mali, au Burkina Faso, c'est simplement parce que il y a une conjoncture qui est défavorable. Vous voyez, moi je suis souvent une chaîne française, LCI, où le président de la République est passé il n'y a pas longtemps et il a dit que Wagner c'est un groupe militaire comme tant d'autres, comme les Américains en ont, etc. Mais vous savez que après cette déclaration du président Patrice Talon, sur cette chaîne, ils étaient étonnés, ils revenaient, comment un chef d'État peut dire ça, etc. Donc ça veut dire que l'Occident a eu le leadership du monde depuis le XVIIIe siècle, mais ne comprend rien aux aspirations des peuples africains. Alors dites-nous déjà, en tant que politologue, vous avez si bien évoqué la question de la démocratie tout à l'heure, qu'il est important que les populations, que chaque citoyen saisisse, comprenne en quoi un putsch peut entraver la démocratie. Non, un putsch, c'est vraiment une situation brutale où dans nos sociétés, pendant longtemps, c'est l'armée qui est le corps le plus organisé, c'est l'armée qui est le corps le plus solide, donc il décide par la force. Et lorsque vous rentrez dans une logique du plus fort, c'est qu'il y aura toujours un plus fort que toi. Donc, un groupe détenant les armes achetées par le contribuable, les moyens militaires de l'État, décide maintenant de mettre fin à l'ordre constitutionnel. C'est quoi l'ordre constitutionnel? C'est que les Béninois se sont assis et ont dit, voilà comment l'État est organisé, comment le pouvoir d'État sera géré, et un groupe d'individus décide de mettre cela entre parenthèses. C'est ça un coup d'État. Donc, lorsque des militaires prennent les armes que l'État leur donne pour se retourner contre l'État, on ne peut pas applaudir. Parce que comment ça se passe? En général, c'est que on engage les forces et s'il y a résistance en Guinée, au Mali, au Burkina Faso, on n'a jamais fait le point de ceux qui sont morts pendant ces différents coups d'État. Et donc, le risque qu'il y ait guerre civile est énorme lorsqu'il y a un coup d'État. Vous savez, si ce n'était pas, par exemple, la garde présidentielle qui avait monté le coup au Niger et que la garde présidentielle devait protéger le président Bazoum, vous imaginez, au cœur de Niamey, des militaires qui s'affrontent, ce n'est pas... Ça n'a rien de souhaitable pour un pays. On ne peut pas souhaiter cela. Donc moi je pense que aujourd'hui, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est de l'amalgame. Ce n'est pas
qu'on soutient les coups d'État, mais je pense que les populations, comme je l'ai dit tantôt, ayant des revendications qui étaient là et qui n'ont pas fait l'objet de débats publics. Hein, vous voyez, lorsque il arrive un moment où, avec les médias sociaux, les gens commencent par, même s'il y a de l'infox dedans, même s'il y a de la manipulation dedans, il y a une trame d'information qui circule par rapport au panafricanisme. Mais nous-mêmes Africains, nous devrions être gênés de la situation qui est réservée à l'Afrique. Quand vous voyagez, vous pensez qu'un Africain compte? Non, un Africain ne compte pas. Même sur le continent, est-ce qu'un Africain compte? Alors que c'est l'Afrique qui alimente tous les autres continents. D'accord. Il y a quand même eu d'autres cas que vous avez évoqués, hein, et nous sommes en train de parler également du cas du Niger. Ces putschistes qui interviennent en tant que sauveurs de la population, vous l'avez dit, avec des discours panafricains, panafricanistes, est-ce que vous pensez qu'une fois, hein, on va observer autour de nous, est-ce qu'ils arrivent à satisfaire le peuple? Nous avons dit tout à l'heure que l'intérêt du peuple n'est pas forcément ce qui les motive, mais est-ce qu'une fois installé, tout est réglé, on n'a plus de problème? Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ça fait trois ans au moins que les coups d'État ont commencé en Afrique de l'Ouest. Mais est-ce que le Mali se porte mieux? Est-ce que le Burkina se porte mieux? C'est vrai qu'il y avait des problèmes militaires. Et les problèmes militaires, on peut se dire, oui, si les militaires prennent le pouvoir, ils vont régler ces problèmes-là. Mais ce qui est dénoncé, il faut bien regarder au Mali, il faut bien regarder au Burkina Faso. Ce qui est dénoncé contre la France, c'est ce qu'ils sont en train de faire avec la Russie. Et donc, quel est l'intérêt de l'Afrique si on va juste changer de maître, si on va juste changer de puissance étrangère? Moi, je pense que et les putschistes et ceux qui sont au niveau du leadership africain doivent tracer une voie africaine où on s'assoit d'égal à égal avec les autres puissances et les autres continents et on trace notre voie de développement. Ce n'est pas parce que on a eu des problèmes avec la France qu'on va se jeter dans les bras de la Russie ou de la Chine. Oui. Ça veut dire que après les 2-3 siècles de la France, on ouvre une nouvelle voie pour une autre puissance qui va faire sa loi en Afrique. Moi, je pense que fondamentalement, ce n'est pas avec des régimes militaires qu'on va régler ces problèmes de fond, ces problèmes de développement, renégocier les accords sur la gestion des ressources de l'Afrique. Ce n'est pas avec des régimes militaires qui ont des déficits de légitimité, de légalité. Ce n'est pas avec ces régimes qu'on va faire ces réformes de fond, hein, dans la gouvernance de l'Afrique, où l'Africain est libre. Un chef d'État africain est libre de dire au président Macron, et ça a commencé. Moi, j'ai été heureux de voir le président du Kenya, le président de la RDC, le président de l'Afrique du Sud dire au président Macron, non, nous ne sommes pas d'accord. Ce que vous proposez là, c'est ça qui a toujours été le problème. Donc, si c'est des régimes, disons, issus de coups d'État, ces régimes n'ont pas la légitimité, n'ont pas... Je vais vous donner un exemple qui va vous surprendre. Le régime militaire à Bamako, quand ils ont réécrit la Constitution, ils ont mis dans la nouvelle Constitution que le coup d'État est un crime imprescriptible. Tout à fait. Alors, donc ils savent bien que ce n'est pas une bonne chose. Absolument. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut encourager. Bien sûr. Donc, pourquoi les auteurs même du coup d'État estiment que ce n'est pas une bonne chose et c'est nous les civils qui allons applaudir les coups d'État? Moi, je pense que dans le débat nigérien, il faut être clair. Un coup d'État, c'est peut-être l'occasion pour changer même les tests au niveau sous-régional, pour renforcer, parce que quand vous lisez le protocole additionnel, il n'y a pas assez de sanctions, hein, contre ces putschistes-là. Mais
un ami de la CEDEAO m'a dit que les chefs d'État peuvent aller au-delà de ce qui est prescrit dans le protocole additionnel. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je pense qu'il faut revoir un peu les tests au niveau de la CEDEAO et que ces tests-là soient en harmonie avec ce que les chefs d'État vont décider, premièrement. Et deuxièmement, il faudrait trouver des mécanismes pour que, avant, parce que si nous prenons le cas du Mali, la CEDEAO a fait des missions de conciliation, des missions avant le coup d'État. Donc il faudrait que la CEDEAO ait plus d'outils, plus de moyens juridiques et de moyens d'intervention pour que, disons, les démocraties soient renforcées dans nos États et que, à l'intérieur même de l'État, on puisse travailler à ce que tout le monde ait une culture, disons, de la démocratie. Parce que la démocratie, sans culture de la démocratie, ça ne nous mènera nulle part. D'accord. Monsieur Kenevo, quand vous parlez de renforcer la démocratie et construire votre développement, le coup d'État, la prise du pouvoir par la force n'est clairement pas le moyen d'y parvenir. Hein. Oui, vous savez, quand vous avez des militaires au pouvoir, les militaires, c'est des gens rigoureux, c'est des gens qui ne veulent pas faire de débat public. Tout à fait. Au Mali, soit vous êtes avec la junte ou vous n'êtes pas avec la junte. Ce n'est pas un système d'épanouissement pour l'homme. Et sur la terre aujourd'hui, on n'a pas un système qui est meilleur que la démocratie. C'est vrai que la démocratie directe, qui survit peut-être en Suisse avec les votations, la démocratie directe était le meilleur système. Mais aujourd'hui, avec des pays où nous sommes des millions, on ne peut plus consulter tout le monde. Donc, on va trouver des mécanismes. Au départ, c'était la démocratie représentative, mais il faut maintenant migrer vers la démocratie participative. Et le protocole additionnel de la CEDEAO l'a bien dit, la démocratie doit être maintenant participative. Donc, si nous restons dans le schéma d'une démocratie représentative où le peuple ne s'exprime que lors des élections et des référendums, ce n'est pas ce qui est d'actualité aujourd'hui. Donc, il faut une démocratie participative où même après t'avoir donné un mandat de 5 ans, de 4 ans, de 7 ans, le peuple a des mécanismes de participation. Donc, dans la formulation des politiques, dans l'élaboration des budgets, les peuples ont des mécanismes pour intervenir, pour exprimer ses attentes. C'est ça, la démocratie participative. Et le modèle, le niveau où on doit avoir le meilleur mécanisme, les meilleurs mécanismes de démocratie participative, c'est au niveau des collectivités territoriales. Donc si nous travaillons à ce que la démocratie soit participative, si nous travaillons à ce que les citoyens, lorsque vous voyez les feux tricolores et que c'est au rouge, que tout le monde s'arrête, qu'il y ait policier ou non, parce que c'est ça, si nous n'avons pas une soumission au droit, notre démocratie n'est qu'institutionnelle. Et donc, le peuple sera en déphasage avec les gouvernants. Et donc, nous devons travailler à ce que, dans notre sous-région, nous ayons des institutions fortes, des institutions qui supplantent les individus. Et donc, à partir de ce moment, vous avez une stabilité qui rejette même les coups de force. Tout à fait. Vous voyez? Donc, si on travaille dans cette perspective, je pense que fondamentalement, on n'a même pas besoin de dire qu'on sanctionne. Lorsqu'il y a un coup d'État, c'est les populations qui vont rapidement juguler cette situation. Et je parlais tantôt d'une instance morale. Vous voyez, dans nos sociétés, il y a des instances morales. Les réunir et les reconnaître officiellement. L'amendement constitutionnel de 2019 a introduit la chefferie traditionnelle. Mais je parle d'une instance morale qui peut réunir le chef de l'État, les opposants
et la classe politique pour dire voilà le blocage dans notre pays, voilà ce qu'on peut faire. Donner des conseils, donner des orientations. Je pense qu'au Bénin, le président Talon a institué la conférence des institutions de la République qui, lorsqu'il y a eu des problèmes importants, il les a consultés et ils ont pris des décisions. Mais il faut aller au-delà de cela et avoir une instance morale. Lorsque l'instance morale donne des orientations, que tout le monde puisse se ranger et qu'on puisse régler, même si c'est une instance morale qui propose et qu'après, le Parlement met ça en forme ou la Cour constitutionnelle met ça en forme et que l'État soit capable d'absorber, de régler, de gérer les crises à l'interne pour qu'il n'y ait pas de frustrations, pour qu'il n'y ait pas de manipulations. Mais ça ne veut pas dire qu'un coup d'État est souhaitable. Absolument. Monsieur Kenevo, nous sommes presque à la fin de cet échange. Quelles sont les alternatives à cette crise politique aiguë? Non, je pense que ce qui se passe au Niger, c'est déplorable. C'est aussi, ça interpelle aussi l'ensemble du continent sur la solidité de l'État, la solidité de nos institutions. Et je crois fondamentalement que les chefs d'État au niveau de la CEDEAO et pourquoi pas de l'Union africaine vont trouver les mécanismes dans le dialogue pour ramener la junte à la raison. Moi, j'ai été content d'apprendre hier sur France 24 que la diplomatie américaine serait dans une logique, disons, de médiation, de diplomatie pour que la junte puisse partir très rapidement du pouvoir. Donc ça, c'est des mécanismes qu'il faut laisser la CEDEAO gérer, parce que si ça vient encore des États-Unis ou de la France, ça sera très mal perçu par les opinions publiques africaines. Donc il faut laisser la CEDEAO, il faut laisser le temps à la CEDEAO de discuter et que la junte aussi accepte de recevoir les émissaires de la CEDEAO, parce que si vous ne les recevez pas, le dialogue ne sera pas installé et on ne trouvera pas une porte de sortie pour que la paix soit préservée et que la CEDEAO aussi s'intéresse aux questions d'extrémisme violent qui secouent tous ces pays qui ont connu ces coups de force là aussi. Okay. Merci beaucoup, Monsieur Kenevo. C'était un plaisir d'avoir discuté avec vous. Situation socio-politique au Niger. Un régime putschiste peut-il avoir du crédit dans une démocratie? Sur ce plateau, nous avons compris que non. Mais il y a également d'autres solutions qui se présentent, dialoguer, passer par les consensus. Monsieur Kenevo, merci d'être venu. Et c'est tout pour la parenthèse de ce mercredi. Merci de nous avoir suivis.